Bruce, il faut vraiment que tu arrêtes d'engager des enfants pour se battre à ta place. Bonjour. Batman est l'un des super-héros les plus populaires et le plus reconnus. C'est le deuxième super-héros le plus vieux derrière Superman. Mais par la même occasion, c'est aussi un des plus durs à connaître. Tout simplement parce qu'il y a des milliers de comics, une dizaine de films, des séries à plus savoir qu'en faire, des dizaines de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de faire. Vous présenter le personnage, son histoire éditoriale et les portes d'entrée principales dans les comics. Batman est créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger. Inspiré par le succès de Superman, il décide de créer un super-héros qui va justement dans l'autre sens. Au lieu d'être surpuissant, c'est un type normal, au lieu d'être coloré et joyeux, il est sombre. Si en général la pop culture ne reconnaît que Bob Kane en tant que créateur de Batman, il faut savoir que sa première vision du super-héros était très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est Bill Finger qui donne au personnage le design et l'attitude qu'on lui connaît aujourd'hui. Il s'inspire des histoires du Mouron Rouge, de Zorro, de The Shadow, de Sherlock Holmes ou encore de Doc Savage. Du coup, un mix de classiques, de magazines pulp, de comics, d'écrits de Sir Arthur Conan Doyle pour faire un mélange assez bizarre. Batman. La première histoire de Batman sort en 1939, The Case of the Chemical Syndicate. L'affaire du gang de chimie, du gang chimique. En tout cas, c'est un titre bizarre. L'histoire est narrée par Jim Gordon, le commissaire de police, qui raconte à son bon ami Bruce Wayne une affaire étrange à laquelle il a assisté et à laquelle s'est notamment mêlé un être mystérieux nommé Batman, avec un tiret entre Batman. Et à la fin de l'histoire, on découvre, oh surprise, que Bruce Wayne, eh bien c'était Batman. Bon, je suppose que cette révélation a un petit peu perdu de poids depuis 1939, dans le sens où aujourd'hui, pour pas savoir que Bruce Wayne c'est Batman, il faut ne jamais avoir été exposé à moindre bribe de pop culture de sa vie. Mais je suppose qu'à l'époque c'était une grosse surprise. Bon, j'en sais rien. Mais cette histoire ne raconte pas les origines de Batman. Ça ne sera fait que quelques mois plus tard dans le numéro 33 de Detective Comics. On assiste donc bien à la mort des parents de Bruce Wayne, à la promesse que se fait le jeune Bruce de venger ses parents, et à sa décision de s'habiller en chauve-souris. Parce qu'en fait, une chauve-souris rentre par la fenêtre au moment où il décide d'un costume. Voilà. Complètement aléatoire. Ça aurait été une mouche, on aurait eu The Flyman. Et c'est à cette époque que s'installe l'idée que Bruce Wayne est un être sombre et reclus qui reste seul dans son manoir et n'en sort que pour aller combattre les criminels la nuit. Sauf que ça, c'est plus vrai depuis 1940 et la création de Robin. Robin a justement été introduit pour rendre Batman un peu moins dark, moins dépressif quoi. Les autres avantages, c'est aussi qu'il servait de Watson à Batman, ce qui fait que Batman n'a pas en permanence à expliquer à voix haute toutes les idées qui lui passent par la tête, et accessoirement d'attirer un jeune lectorat, puisque à l'époque les comics s'adressaient aux enfants, et qui pouvaient s'identifier à ce gamin. L'apparition de Robin permet de faire quasiment doubler les ventes. En 1940 toujours, Batman devient le deuxième super-héros après Superman à avoir un comics à son nom, qui lui est entièrement consacré. Batman numéro 1 est notable pour trois choses. La première apparition de Catwoman, la première apparition du Joker, et la dernière fois que Batman a tué. Oui, tué au début. Il en avait rien à foutre. Et puis, pas à la soft, parce que là, dans cette histoire, c'est des géants qui envahissent Gotham, je sais plus trop pourquoi, et t'as Batman qui prend son batavion, et qui chope une corde, et qui en attrape un par le cou avec sa corde, et qui le pend. Mais à la cool, quoi. Genre, il sait très bien qu'il le tue. Alors, en voyant ça, les éditeurs de DC se disent que c'était peut-être un peu vénère. Et du coup, il est décidé que Batman ne tuerait plus. L'intérêt d'avoir deux titres différents pour Batman, Detective Comics et Batman, c'était de séparer les lectorats. Detective Comics propose des histoires plus polars, alors que Batman propose des histoires plus action-aventure. Bon, alors en vrai, les trucs vont s'échanger, se répondre, se croiser en permanence. Mais bon, au début, c'était réfléchi comme ça. Après la Seconde Guerre mondiale, Batman se calme un peu. Enfin, c'est scénariste quoi. Et il est vu comme une sorte d'exemple pour la jeunesse qui doit conduire les jeunes vers un avenir radieux et américain. Non, sans déconner, il y a même des comics où il va se pointer directement vers le lecteur et le pointer du doigt et lui dire exactement ce qu'il faut faire dans une certaine situation. C'est vraiment des moments perturbants. La fin des années 40 et le début des années 50, c'est un âge sombre pour les super-héros. Ils disparaissent. Quasiment tous, à part Superman et Batman quoi. Et ils sont remplacés par des comics de romance, de western et de polar. En 1954, le psychologue Frederick Bertman publie son livre Seduction of the Innocent, la séduction de l'innocent. Dans ce bouquin, il explique que les comics sont une mauvaise influence pour la jeunesse, qui poussent les jeunes à avoir un comportement criminel, un comportement sexuel répréhensible, c'est-à-dire un comportement sexuel quoi,
Et notamment dans le cas de Batman et Robin, ils sont poussés à l'homosexualité. Parce que pour lui, Batman et Robin posent le problème de la relation homosexuelle. Alors, j'adore que le problème c'est que ce soit deux mecs. Le problème c'est pas qu'il y a un mec qui a 10 ans et l'autre 35. Le problème c'est que ce sont deux mecs. Et c'est donc pour répondre à ces rumeurs que sont créés les personnages de Batwoman et de Batgirl. Le message c'est, rassurez-vous, Batman il veut bien se faire Batwoman et Robin il veut bien se faire Batgirl. Ce sont deux fiers mâles hétéros. Bon, d'ailleurs on n'aura pas trop le temps de revenir là-dessus. Mais je pense qu'avoir transformé Batwoman en lesbienne dans les années 2000, c'était un très très beau doigt d'honneur adressé à ce bouquin. La fin des années 50 et le début des années 60 dans les comics Batman sont assez bizarres. Ils commencent à aller dans des dimensions parallèles, à combattre des invasions aliens. Alors, c'est chelou, très mauvais, et c'est surtout super chiant. Les ventes sont au plus bas, la popularité du personnage est en berne, les histoires sont de plus en plus mauvaises et partent en cacahuète dans tous les sens. Mais Batman va être sauvé, et paradoxalement, par un truc qui se fout complètement de la gueule de Batman. La série de 1966 avec Adam West. Alors si vous connaissez pas cette série, voici un extrait. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Ils ont fait un film aussi, qui est comme ça aussi. C'est pas franchement à regarder si vous êtes fan de Batman, par contre si vous êtes fan de vous prendre des grosses cuites avec vos potes en regardant des trucs chelous, cadeau. Le problème de la série, à part la réalisation, le scénario, le jeu des acteurs et les décors, c'est que le ton se répercute dans les comics, et qu'on demande aux scénaristes de reproduire ce que les gens ont vu à la télé. Et puis bon, ça c'est un truc qu'on connaît aujourd'hui avec le Marvel Cinematic Universe, où il faut en sorte que les comics Marvel correspondent autant que possible à l'univers des films pour que les fans des films puissent s'y retrouver. Alors, ça a des points positifs, des points négatifs, mais bon, c'est vrai que quand tu suis une série depuis plusieurs années et que d'un seul coup, on change ton personnage juste parce qu'Hollywood a dit qu'on changeait, ça fait un peu chier. Mais c'est vrai que grâce à cette série, les ventes de Batman augmentent à nouveau. Alors par contre, niveau histoire, c'est les pires. Le personnage retrouve sa part sombre et mystérieuse en 1970 dans les histoires dessinées par Neil Adams et écrites par Denny O'Neil. Il présente un univers gothique rempli de monstres, de sorcières, de châteaux hantés. C'est la première fois qu'on revient aux origines d'Arc de Batman, plus de 30 ans après sa création. Ces comics sont vraiment à lire. Bon, après c'est le style des années 70, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, ces histoires font partie de mes préférés de Batman. Ces comics font partie des meilleurs de l'histoire du Chevalier Noir et ne nécessitent pas spécialement de lecture antérieure pour s'y intéresser. Après le départ de Neil Adams, les comics Batman perdront à nouveau en popularité. Pas aussi violemment que dans les années 50, mais quand même déjà pas mal. C'est en 1986 et 1987 que la popularité du personnage repartira en flèche. Deux histoires, toutes les deux écrites par Frank Miller, vont redéfinir le personnage et la vision qu'en a le public. The Dark Knight Returns et Batman Year One. Alors, Dark Knight Returns, c'est l'histoire d'un vieux Bruce Wayne qui retourne à la cape de Batman pour reprendre Gotham à un groupe de criminels qui s'appelle les Mutants. Rien à voir avec les X-Men. Batman année 1, à l'inverse, c'est l'histoire de la première année de Bruce Wayne en tant que Batman. Sa toute jeunesse, ses premières erreurs, sa rencontre avec Jim Gordon, son rapport avec les forces de l'ordre et avec le crime. Souvent, Dark Knight Returns est présenté comme le comics Batman, celui qu'il faut avoir lu. D'ailleurs, c'est une inspiration énorme sur le film Batman v Superman. Le défaut de ça, c'est que bien que c'est une très bonne histoire, très bien scénarisée et bien dessinée, on perd quelque chose si on n'a pas lu les histoires folles des années 40 et 50. Quand on passe dans l'univers criard ou quand on met un coup de poing, ça fait POW en violet, à Dark Knight Returns où il y a des combats dans la boue avec du sang qui coule du nez, ouais, ça fait un choc. Non, pour moi, si vous devez commencer par un des deux, prenez Batman année 1. En plus, c'est une origin story, donc il n'y a vraiment rien à connaître avant. Les années 90 seront pas mal marquées par l'extension de la Bat Family. La Bat Family, ce sont les alliés de Batman. Donc là, instinctivement, vous pouvez citer Robin, Batwoman, Batgirl. Allez, peut-être qu'il y en a un ou deux qui peuvent citer Nightwing. Il y a eu 5 Robin, 2 Batwoman, 3 Batgirl, 3 Batman
et une Bat-Vache. Bon, ça c'est des trucs un peu à part dans lesquels je vais pas rentrer en détail. Bah, par exemple, prenez 3 Batman, on conseille très rarement de commencer par ces histoires-là. Parce que quand quelqu'un veut lire du Batman, il a envie de voir Bruce Wayne, pas Azrael. Ah oui, Azrael c'est un mec qui vient d'un ordre religieux secret qui s'appelle l'Ordre de Saint-Dumas. Et le but de ces gars-là, c'est de contrôler Gotham et de le protéger pour empêcher l'Apocalypse, mais pour ça ils veulent remplacer Batman. En fait, Azrael est contrôlé mentalement par ces gars-là à travers des générations de Azrael qu'il y a eu. Et il s'appelle Jean-Paul. C'est la période dans laquelle Batman prend un 3e Robin. Ah oui, je vous avais pas dit, il y a eu un 2e Robin. Et il est mort. Mais il va mieux maintenant. Une nouvelle Batgirl apparaît et vient remplacer la première qui a été blessée et handicapée par le Joker, et qui assume donc la nouvelle identité d'Oracle. Oracle qui a d'ailleurs sa propre équipe, les Birds of Prey. Batman aussi, il a les Outsiders. Plus ses apparitions à Justice League évidemment. Nightwing, lui, il gère les Titans, sachant qu'il gérait déjà les Teen Titans dans les années 60. Mais les nouveaux Teen Titans sont gérés par Tim Drake, le 3e Robin. Batgirl, vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça s'étend? Il est de plus en plus dur de suivre les histoires quand elles se croisent à travers des dizaines de comics. Vous avez 3 comics Batman, plus ses apparitions dans d'autres trucs, une série Nightwing, une série Catwoman, plusieurs mini-séries Robin, une série Azrael, une série Batgirl. Comment vous voulez suivre tout ça si vous ne connaissez rien? On retient pas mal l'histoire des années 90, même si beaucoup sont passés à la trappe. Mais on retiendra surtout Nightfall, qui est l'histoire dans laquelle Bruce Wayne se fait briser la colonne vertébrale. Il va mieux maintenant. Parce que comme on sait tous, une colonne vertébrale brisée, 3 pompes et 2 Doliprane, c'est bon, t'es reparti. Je dirais que les années 2000 présentent les comics les plus faciles à découvrir pour la génération actuelle. Les histoires sont assez simples et directes, et en même temps, l'univers est un peu développé et on peut y découvrir pas mal de personnages qu'on connaît. Bon là par exemple, je pense à l'histoire Hush qui est super, mais dans les années 2000, on peut aussi découvrir l'univers de Batman par pas mal d'angles différents en fait. Gotham Central par exemple, ça vous présentera la vie de Gotham à travers la vision des policiers, qui doivent vivre avec la corruption, avec la criminalité qui règne partout, avec les gars qui en ont juste marre, que le Joker s'évade toutes les 2 semaines. Les Outsiders de l'époque vous présentent une équipe qui a été gérée par Batman, et qui doit donc faire avec avoir été gérée par un psychopathe. Plusieurs mini-séries sur l'asile d'Arkham vous permettent de voir cet univers à travers les yeux des méchants. D'ailleurs, ce sont des mini-séries qui ont pas mal inspiré les jeux Arkham. Bref, il y a pas mal d'angles par lesquels on peut attaquer cet univers. Si vous avez peur d'attaquer directement par Batman, vous pouvez commencer en relief, en commençant par Nightwing, l'ancien 1er Robin, et donc un protégé de Batman qui a décidé de faire cavalier ça. Nightwing a décidé de quitter Gotham et d'être le protecteur de sa ville à lui, Bloodhaven. Ce qui est intéressant avec Bloodhaven, c'est que c'est décrit comme une sorte de miroir de Gotham. À Gotham, le crime commence dans la rue et remonte jusqu'à la mairie. À Bloodhaven, le crime commence dans le bureau du maire et redescend jusque dans le caniveau. Et le fait de commencer juste avec cette série Nightwing qui découvre cette ville, c'est que avec Nightwing, vous découvrez de nouveaux enjeux, de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, et que ça vous fait en fait une porte d'entrée pour l'univers de Batman. Donc au cours des années 2000, les séries continuent à se développer, les histoires continuent à se dérouler, et les personnages continuent à se croiser. Jusqu'en septembre 2011. En septembre 2011, DC décide de lancer ce qui s'appellera le New 52, le nouveau 52, qui sera un reboot sur toute sa ligne. Toutes les séries reprennent au numéro 1, y compris Batman. Ces comics-là sont donc réfléchis pour que vous puissiez commencer par ces numéros 1. Donc toutes les séries reprennent au numéro 1, y compris Detective Comics et Batman. Et franchement, ils valent le coup. Le New 52 a beaucoup de défauts, que ce soit dans les histoires, dans les choix graphiques, dans l'histoire des personnages, dans le traitement des femmes. Mais au moins, on peut pas leur retirer que sur Batman, ils ont assuré. On peut même dire qu'ils ont un peu trop assuré. Batman, c'est le perso le plus représenté dans ce New 52. Plus que Superman, le même mois sortent Batman numéro 1, Detective Comics numéro 1, Batman et Robin numéro 1, Batman The Dark Knight numéro 1, Batwing numéro 1, Batgirl numéro 1, Nightwing numéro 1. Et ça, c'est sans compter toutes leurs apparitions dans la Justice League, dans les Birds of Prey, dans les Teen Titans. C'est juste trop. Quelqu'un qui connaît pas le comics va pas savoir lequel choisir. Il y en a 4 où il y a marqué Batman dessus. Si on retient surtout les Batman de Scott Snyder, les Detective Comics de 2011 sont également une très bonne lecture. L'un des défauts du New 52, c'est, comme je le disais un peu plus haut, la volonté de créer un nouvel univers, mais de ne pas assumer que c'est un univers qui commence. Je veux dire, là vous arrivez, on vous dit, ça c'est Batman numéro 1. Vous attendez à lire quoi? Les origines de Batman? Ou la première histoire de Batman?
ou la mort des parents de Bruce Wayne. Sauf que là, vous débarquez, vous voyez Batman qui est installé depuis 10 ans, vous voyez qu'il a eu 4 Robins, dont un qui s'appelle Damian Wayne, et là vous découvrez que Batman a un fils et ça vous fait un énorme what the fuck dans la tête. Vous voyez par exemple le fils que Batman a eu avec Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul, l'un de ses pires ennemis, ça serait un truc à expliquer à quelqu'un qui a jamais lu un comics. Mais là on attend du mec qui n'a jamais touché un comics de sa vie, de connaître ça de base. S'ils avaient voulu faire un vrai reboot, ils auraient commencé avec un Batman, un Robin, une histoire, quelque chose de simple, direct, et qui donne envie aux nouveaux lecteurs d'aller acheter le numéro 2 le mois suivant. Bon, là c'est moi qui chipote un peu, parce que honnêtement, Batman c'est pas du tout un de ceux qui a le plus souffert de New 52. Ça en a même clairement été le chouchou. Après 5 ans de ce New 52, DC est dans un état catastrophique. Le marché augmente, donc plus de comics sont vendus, mais DC vend moins. C'est-à-dire, non seulement ils vendent moins, mais ils vendent moins dans un marché qui est en expansion. Ils se sont fait totalement parasiter par l'univers cinématographique Marvel, qui a imposé ses propres héros dans la culture populaire, et qui a donc été l'univers qui a attiré les néophytes. DC a donc décidé de changer de direction et de faire une sorte de mini-reboot qui s'appelle le Rebirth. Et putain, j'aime ce Rebirth. Le Rebirth, donc la renaissance, c'est le moment où DC a dit « Ok, on a déconné, le New 52 avait beaucoup de défauts, maintenant regardez-nous corriger toutes les erreurs une par une. » Et putain, ils l'ont fait. De nouvelles équipes créatrices ont été mises à la tête des comics. Des personnages qui avaient totalement disparu de l'univers ont été ramenés et des histoires qui avaient été supprimées sont redevenues d'actualité. Alors, je le répète, Batman n'est pas du tout un de ceux qui a le plus souffert du New 52, donc peut-être que ce changement se sent moins dans ses comics à lui. Mais il faut aussi compter le fait qu'il a eu de très bonnes équipes créatrices, que ce soit sous le New 52 ou sous le Rebirth. On sent une nouvelle tonalité et une nouvelle vision dans ces comics Batman, même si son histoire en soi n'a pas été largement modifiée. Les comics Batman sont à ce jour excellents et se dirigent avec la confiance des fans vers le Detective Comics numéro 1000 à paraître l'an prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous laisser avec une petite liste de conseils de lecture sur Batman et sur son entourage parce qu'on n'a pas eu le temps de tout aborder. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut! Attends, une batte vache?